Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, que peut-on définir comme étant le monde d'avant? Le monde d'avant, pourquoi? Tout simplement parce que clairement, ceux qui ont une certaine lucidité, dont je pense vous faites partie, ont bien compris que dans l'histoire, il y a toujours eu des événements plus ou moins importants, plus ou moins influents, plus ou moins globaux, voire précis, qui ont radicalement, partiellement, changé la façon dont le monde tourne. Vous faites partie certainement des générations qui ont pu assister, qui ont pu voir d'eux-mêmes ces modifications et ces changements qui ont fait que le monde d'avant, c'est-à-dire ce monde où on avait certains acquis, certaines opinions, certaines convictions sur la façon dont le monde tourne, sur la façon dont il devrait ou doit tourner. Force est de constater que les codes, petit à petit, finissent par changer, alors changer au bénéfice de nos propres convictions ou au détriment de nos convictions, voire même de ce que globalement l'ensemble des individus ou l'ensemble d'une société ou d'une culture a toujours cru qu'il était immuable, qu'il était intouchable, qu'il était immodifiable en l'instant et voire peut-être même considéré comme éternel. Étant donné que l'éternité n'existe pas. Et quand on connaît un tant soit peu l'histoire de l'humanité, on se rend compte que le monde n'a été qu'une succession de bouleversements. Donc je disais, parmi vous, vous êtes bien obligés d'admettre que le monde que vous avez peut-être connu dans les années 90 n'a pas été le même que celui des années 2000. Ne serait-ce que déjà par un événement. Le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001 a permis des modifications, a permis de légitimer un certain nombre de codes, un certain nombre de principes que l'on croyait être intouchables. Les libertés, par exemple. Force est de constater que, en l'espace d'une dizaine d'années, l'Amérique ayant été touchée en son sein, lui a donné la possibilité, la légitimité, de réussir à obtenir des autres ce qu'elle n'avait jamais obtenu ou qu'elle n'aurait jamais pu obtenir autrement. L'Amérique étant attaquée par un ennemi presque invisible, qu'on a identifié comme étant Al-Qaïda, qu'on a identifié comme étant Ben Laden, mais à la mesure de ce que nous avons pu voir évoluer à cette époque, force est de constater que là où les plus gros succès ont été atteints par les États-Unis, c'est l'hégémonie de sa domination, de son contrôle. C'est par le biais de la lutte contre le terrorisme islamique, contre Al-Qaïda, que les États-Unis ont obtenu de la part d'un certain nombre de pays ce qu'elles n'auraient jamais obtenu autrement. Souvenons-nous, c'est par ce biais que les États-Unis ont réussi à obtenir la chute du secret bancaire suisse. Alors, le secret bancaire suisse, il existe toujours, mais pas pour les Américains. Puisque les Américains, évidemment, ont légitimé en disant « Attendez, les Suisses, nous savons que vous avez des comptes appartenant à des gens qui ont des liens étroits, directs ou indirects, avec les mouvances terroristes liées à Al-Qaïda. Donc, nous vous exigeons de vous que vous ayez la transparence sur les comptes, sur l'activité bancaire, ou sinon, nous allons sévir. » Force est de constater que les Suisses, finalement, ont fini par céder. Tout comme d'ailleurs l'Union européenne. L'Union européenne a, elle aussi, plus ou moins cédé sur un certain nombre de principes. La preuve en est, c'est que même aujourd'hui, l'infiltration de sociétés américaines dans des sphères qui normalement devraient être des sphères souveraines, aujourd'hui n'est plus un secret. Souvenez-vous de ce que je vous avais expliqué dans cette vidéo que j'avais faite sur la société Palantir, par exemple, pour ce qui concerne la France. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je rappelle. Nous avons en France un service de renseignement qui est peut-être un des plus performants au monde, utilisant des technologies très performantes,
Sauf que le problème, c'est que si nous avons de la performance à collecter des informations, nous n'avons pas la performance de les traiter en temps et en heure. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens logistiques, humains, stratégiques, techniques, de pouvoir traiter toutes ces données pour en tirer le profit dont on a nécessairement besoin d'en tirer en matière de renseignement. Et donc, la France a été obligée de faire appel à d'autres sociétés pour l'aider à réduire les délais de traitement des informations. Et il se trouve que, comme par hasard, c'est une société américaine qui s'appelle Palantir, qui aujourd'hui travaille pour le compte des services de renseignement français. Alors, services de renseignement, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi bien l'espionnage que le contre-espionnage, etc. Donc ça veut dire que ce sont des informations sensibles. Mais des informations sensibles que nous ne sommes pas capables de traiter en temps et en heure, et de ce fait, un certain type d'informations sont donc confiées à cette société Palantir pour qu'elle nous aide, par sa puissance de calcul, par ses algorithmes très puissants, de nous donner des résultats relativement rapidement. Sauf que Palantir, alors officiellement, certains ont essayé de le savoir, mais en réalité on n'a jamais su, possède un backdoor pour que les informations que la France lui confie au traitement, eh bien, les résultats soient non seulement envoyés aux services français, mais aussi aux services de renseignement américains. Donc, tout ce que nous confions à Palantir, eh bien, nous le savons, va directement dans la poche de la CIA, va directement dans la poche de la NSA. Donc, voilà le type d'exemple de ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est une des conséquences aujourd'hui des événements du 11 septembre 2001. Et ça va être la même chose, et c'est déjà la même chose avec la pandémie. La pandémie a modifié quelque chose assurément en ce qui concerne le monde, et plus particulièrement le monde occidental. Pourquoi ? Tout simplement parce que, force est de constater que nous ne pourrons plus réagir, nous ne pourrons plus penser ouvertement comme nous pouvions le faire avant. C'est-à-dire que même dans les années 2010, il s'est passé ou il s'est produit des phénomènes qui aujourd'hui tentent à démontrer que seront-ils possibles d'être réalisés, seront-ils possibles d'exister à l'avenir. Et je vais vous lire un texte que j'ai fait sur mon blog Info ou Intox en rapport à un autre texte qui a été publié par un site que vous connaissez certainement, qui est le blog du Lupus. Et cet article date du 30 janvier 2022, qui est du jour quelque chose devait être fait pour rappeler aux masses qui commandent. C'est un texte qui est écrit par Jeffrey Tucker. Et donc, j'ai synthétisé la chose de la façon suivante. L'avant-pandémie était un monde en train de muter. Un monde où l'individu était en phase de prendre conscience de son état, de ses libertés, des dangers de la montée du mondialisme, des autoritarismes et des désespoirs de la violence d'un système à le maintenir dans une matrice dont il commençait à vouloir s'émanciper. En effet, force est de constater qu'un des symboles justement de cette émancipation du contrôle, ou tout du moins de la conformité, ça a été évidemment les Gilets jaunes en France. Entre autres événements qui ensuite se sont produits aussi bien en Italie, en Allemagne qu'en Espagne, avant même l'apparition de la pandémie. Donc déjà, on commençait déjà à voir des prémices que des gens plus ou moins formés, plus ou moins intelligents, plus ou moins de bon sens, se sont rendus compte que le système n'allait pas dans le bon sens et que le sens dans lequel nous étions en train de nous diriger allait forcément nous amener à une catastrophe, mais une catastrophe sur laquelle allaient tirer un bénéfice les mondialistes, les globalistes, voire au détriment des principes fondamentaux de souveraineté, de liberté, de démocratie. Comme je le dis souvent d'ailleurs, il y en a qui hurlent à la démocratie, qui hurlent que vous ne pouvez pas utiliser le terme dictature, etc., vous ne savez pas ce que c'est que la dictature, etc. Le seul problème, c'est que ces gens-là ont envie de leur dire, mais attendez, dictature, vous
vous allez chercher l'émotionnel de l'inconscient collectif, de l'image collective qu'on a de la dictature par le nazisme, par le communisme, par le franquisme, par le fascisme italien, ou même plus récemment avec les différents États comme la Chine, qu'on considère comme étant une dictature, ou la Biélorussie, ou d'ailleurs le Kazakhstan. Le Kazakhstan qui était plus ou moins un régime dictatorial, si on peut le principe, sous couvert évidemment du manteau d'une démocratie fantoche. Comme quoi, la démocratie fantoche existe bien. Et de fait, avant la pandémie, force est de constater que si on compare aujourd'hui à avant la pandémie, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des outils qui, de plus en plus, sont en train de restreindre cette capacité de l'individu à s'émanciper du système. Trump étant l'un des signes avant-coureurs, car au-delà du personnage qui n'aura pas été le meilleur que l'Amérique pouvait espérer, ce fut surtout la démonstration de l'émancipation d'une partie de l'Amérique à vouloir autre chose que ce qu'on lui imposait depuis des décennies. Rester dans le moule à devoir élire ce dont on a décidé que vous deviez élire et non autre chose. Là, je mets le point, évidemment, sur le fait que c'est quelque chose qu'en règle générale, on ne voit pas très souvent dans les analyses, dans les débats ou dans les émissions mainstream, c'est que au-delà du personnage Donald Trump est un symptôme. Mais un symptôme, évidemment, qu'on ne présente jamais, qu'on ne montre jamais sous cet aspect. C'est-à-dire que si Donald Trump a été élu, c'est qu'il y a bien eu un problème. Et que le problème, c'est que finalement, un certain nombre d'Américains se sont rendus compte, aussi bien tant sur le plan des conservateurs, puisque ce sont des conservateurs qui ont essentiellement voté pour lui, puisqu'il s'est présenté en tant que candidat républicain, mais reflète également le même symptôme chez les démocrates. Car souvenez-vous, l'élection 2016, il a été à un moment donné constaté que beaucoup de progressistes américains ne voulaient pas Hillary Clinton. Et pourtant, on leur a imposé. On l'a tellement imposé que, par colère, par contestation, ils ont finalement décidé, pour un certain nombre d'entre eux, d'aller plutôt soutenir Bernie Sanders. Ce qui a évidemment choqué les ténors du Parti démocrate, à tel point qu'ils ont mis en place une sorte de stratégie pour foutre des bâtons dans les roues à Bernie Sanders. D'où la raison pour laquelle il y a eu ce scandale qui a été révélé par Wikileaks, raison pour laquelle Assange, de toute façon, il ne faut pas qu'il vienne aux États-Unis, sinon il ne ressortira jamais vivant de ce pays. Les fameux mails qui démontraient qu'il y avait eu une décision, une volonté de la part de la DNC, du Parti démocrate, de faire comprendre à Bernie Sanders que dégage. Voilà, mais tu es en train de piquer, tu es en train de pomper, tu es en train d'absorber, tu es en train de siphonner de l'électorat qui, normalement, nous le voulons voir voter Hillary Clinton. Sauf qu'évidemment, ça s'est su, et ça a renforcé une certaine partie de l'électorat démocrate, finalement, à s'abstenir et à ne pas voter Hillary Clinton. Alors, encore une fois de plus, je rappelle, le système américain est assez particulier, puisque même si Hillary Clinton a eu plus de voix en matière de voix, en matière de vote que Donald Trump, les États-Unis fonctionnent avec le système des grands électeurs. Donc c'est complètement différent. Et donc de ce fait, le fait que Donald Trump ait été élu est un symptôme de ce fait que les Américains, ou une partie de l'Amérique, eh bien, a compris que le politicien classique qu'on impose, que ce soit du côté des démocrates ou des républicains, eh bien finalement, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes qui vous racontent des carabistouilles, comme dirait l'autre, vous racontent des bobards, vous racontent des histoires, ou ne vous font que des discours très complaisants et très consensuels pour vous caresser dans le sens du poil. J'ai envie de dire finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se produire en France ? Parce que, si vous regardez bien tous les candidats, ce sont des politiciens. Ce sont des politiciens, ce sont des gens qui ont déjà eu des carrières, qui ont déjà eu des mandats, qui ont déjà été élus. Sauf un, Éric Zemmour. C'est pour ça que beaucoup font un petit peu l'assimilation. Mais malheureusement, il faut
il y a certains médias qui ne font pas l'assimilation telle que là, je vous fais la démonstration sur le fait du symptôme. C'est le fait que le point commun qu'il y a entre Trump et Zemmour, c'est que ce sont deux personnes qui ne font pas partie du système, qui ne font pas partie du sérail. Et force est de constater que Donald Trump, pendant 4 ans, on a bien vu, on a bien démontré qu'il ne faisait pas partie du sérail, puisque même de son propre parti, il était détesté. Et bien Zemmour, ça va être pareil. C'est que même envisageons la possibilité qu'il soit élu président, ben, il y a de fortes chances qu'au sein même des institutions, au sein même de la fonction publique, des hauts fonctionnaires, au niveau des préfets, etc., ben, il y a des gens qui lui foutent des bâtons dans les roues, parce qu'il ne fait pas partie du système. Vous voyez ? Sauf que, donc, je parlais de Trump en tant que symptôme pré-pandémie, et finalement, Zemmour est peut-être le même symptôme post-pandémie. C'est pour ça qu'il attire toutes les rages, qu'il attire toutes les haines, parce qu'il est le prolongement de ce qu'on a commencé à voir dans le monde d'avant la pandémie. Alors que la pandémie devait aussi servir à remettre les clusters, je ne sais plus. Enfin, remettre les niveaux, si vous voulez, de maîtrise, les niveaux de maintien des systèmes sur les populations, sur les peuples. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, pour essayer de contrecarrer une éventuelle possibilité que finalement les Français décident de voter pour un candidat qui soit hors norme, eh bien on démultiplie les candidats. On a vu ce week-end l'Union populaire, nouvelle candidate, Christine Taubira. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en train d'assister au suicide collectif de la gauche. Zemmour peut en effet être ce candidat alternatif que des Français pourraient décider volontairement ou à contre-cœur de mettre à l'Élysée, autrement que des candidats politiciens traditionnels. Et d'ailleurs, traditionnels, corrompus et vendus au globalisme européen comme mondial. Je fais une petite aparté, parce que je parle de Zemmour, mais Emmanuel Macron a déjà ouvert la porte. Souvenez-vous, Macron n'a jamais été élu, même s'il avait déjà été aux affaires, puisqu'il avait été conseiller de l'Élysée, il a été ministre de l'économie, donc il a quand même un petit parcours qui lui donne une certaine légitimité à un moment donné à vouloir se prétendre être candidat à la présidentielle. Mais regardez sur quoi il s'est fondé. Il n'a pas créé de parti. Au départ, c'était un mouvement. Le parti En Marche n'a été que statufié, ou a été déclaré qu'après son élection, pour pouvoir justement présenter des députés au nom d'un parti à l'Assemblée nationale, aux législatives. Mais Macron a fait toute sa campagne sur un mouvement, et non pas sur un parti politique. Vous voyez un petit peu la nuance. Donc, Zemmour est un petit peu en similitude du symptôme qu'on a connu aux États-Unis avec Trump, même si on doit reconnaître à Macron qu'il a plus ou moins déjà ouvert des portes au non-conformisme du processus. À ceci près que Zemmour est post-pandémie, et qu'il sera sans doute encore plus intéressant de voir si, oui ou non, les mondialistes auront la chance de réussir leur coup, de mettre en place un monde nouveau avec ou sans lui. Car on ne peut ignorer l'adoubement probable même d'un Zemmour qui, d'une certaine façon, pourrait lui aussi jouer à l'envers, tôt ou tard, sur ses idées. C'est la probabilité que je vous ai déjà exposée dans une vidéo, que finalement Zemmour pourrait être un Macron 2.0, mais un Macron 2.0 complètement antagonisme dans le processus, dans la façon de faire. Si Macron a essayé de réformer, a essayé de détruire le pays, mais avec des processus démocratiques, etc., qui ne nous dit pas que Zemmour, de par déjà le personnage, de par la réputation qu'il a, de par les haines qu'il attire, peut-être que son élection à l'Élysée
pourrait inciter ou engendrer des mouvements violents, brutaux, radicaux, voire même des actes terroristes, et lui donner une légitimité auprès du peuple de dire, ben voilà, regardez, là il y a des gens qui sont en train de mettre le pays à feu et à sang, donc je vous demande de me donner les pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre et la sécurité. Alors si vous donnez les pleins pouvoirs à un gouvernement, et que si l'Assemblée nationale et le Sénat disent Amen, ça sera la porte ouverte à toutes les lois. Alors là, en effet, toutes les lois de tout ce que tout le monde peut imaginer. Des lois liberticides, des lois discriminatoires, etc. Je veux dire, c'est tout à fait possible. L'instrumentalisation aujourd'hui communautaire, l'instrumentalisation religieuse, je veux dire, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Après, attention, ce que je vous dis là, c'est peut-être pas forcément la vérité. Peut-être que Zemmour a de bonnes intentions, comme ces intentions sont plus ou moins validées par des gens qui, justement, pour l'instant, continuent à le laisser progresser dans sa campagne. Contrairement à un François Asselineau qui a déjà une expérience, qui est déjà peut-être plus solide, mais qui est complètement invisible, qui est complètement absent aujourd'hui dans la campagne. Donc, c'est une chose qui est quand même à méditer. Et donc, je disais donc, réussir leur coup de mettre en place un monde nouveau avec ou sans lui, mais sans aucun doute, pas pour vos libertés et vos droits fondamentaux. Là, je pense que de toute façon, on est très clair qu'il y a aujourd'hui une volonté de vous retirer certaines libertés. Force est de constater, on en a parlé dans plusieurs vidéos, je vous ai donné des tas d'exemples. Donc aujourd'hui, je pense que les choses soient claires. Car il n'est pas interdit de penser que faire élire un candidat dans une France soumise à la division, la peur, le mensonge, la manipulation, n'est pas une mince affaire si l'on veut satisfaire le besoin de refermer le couvercle sur le monde d'avant. Celui où les contrôles sur les peuples commençaient à se fissurer. Voilà où je veux en venir. C'est-à-dire si, avant la pandémie, on commençait déjà à voir des fissures sur les systèmes, des fissures dans les régimes, des fissures dans cette satisfaction, dans cette conviction que ces politiciens, ces hauts fonctionnaires, ces élites de toutes bords, de toutes sortes, ont une maîtrise, ont une dominance, ont un ascendant sur le peuple, eh bien tout ça, ça commençait à se fissurer dans les années 2010. On a vu de plus en plus de contestations, on a vu de plus en plus émerger, de par Internet en grande partie, des réflexions, des questions, des propositions, des analyses qui remettaient en question la domination, le contrôle de ces gens. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que ce soit des politiciens, des sociologues, des intellectuels, des auteurs, des artistes, quand ils s'amènent à prendre la parole sur des médias, sur des sujets justement sensibles, on s'aperçoit qu'ils, tout d'un coup, ils expriment des idées qu'on a envie de se dire, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire? Récemment, nous avons BHL, notre fameux BHL, qui vient de nous rechanter la même chanson qu'il nous avait fait avec la Libye, à propos de l'Ukraine. Il faut y aller. Il faut aller guerroyer, il faut aller faire croisade contre le méchant russe. Ah là là. Car il n'est pas interdit de penser que faire élire un candidat dans une France soumise à la division, la peur, le mensonge, la manipulation n'est pas une mince affaire si l'on veut satisfaire le besoin de refermer le couvercle sur le monde d'avant, celui où les contrôles sur les peuples commençaient à se fissurer. Sous-entendant, la mise en place d'un monde où l'on te dira de te taire et d'obéir. Et en cela, personne ne peut dire aujourd'hui si au plus profond d'eux-mêmes, des Zemmour, des Pécresse, des Le Pen ou même Macron sont divergents ou au contraire concordants à la mise en place de ce nouveau monde par choix ou par contrainte. Voilà ce que j'avais écrit sur ce texte. Et ce texte, il dit quoi? Eh bien,
Au cours de la dernière décennie, ou peut-être des 2 dernières décennies, nous avons assisté à la disparition progressive de l'ordre ancien et à l'émergence d'un nouvel ordre très prometteur pour la liberté, pour l'autonomisation des individus et toutes les classes sociales. Ceci se dessinait de nouvelles manières que nous n'avions pas connues auparavant. Pensez à ce que tout cela signifie pour l'ordre ancien. Cela signifie une perte massive de pouvoir et de profit. Cela signifie la transformation de la relation entre l'individu et l'État, ainsi que le rôle des médias que nous consommons, de l'argent que nous utilisons, des règles auxquelles nous obéissons, la façon dont nos enfants sont éduqués, les entreprises avec lesquelles nous commerçons, etc., etc. En d'autres termes, la classe dirigeante, en grands termes, mais qui décrit quelque chose de très réel, a été confrontée à la menace la plus grande et la plus perturbatrice depuis des générations, ou peut-être depuis de nombreux siècles, la menace de perdre son contrôle sur nous. Tel était l'état du monde en 2019. Il ne s'agissait pas seulement de Trump, mais il symbolisait la possibilité d'un changement radical, même au plus haut niveau. Le point principal est que Trump n'a jamais été l'un d'entre eux. En fait, il les détestait, eux. Pour toutes ces personnes qui n'étaient pas censées être présidents, et pourtant, ils étaient là, tweetant et ne respectant aucun protocole et se comportant également et généralement comme un électron libre. En ce qui concerne Trump, sa présidence a coïncidé avec une agitation croissante de la population. Tais-toi et obéis. Quelque chose devait être fait, quelque chose d'énorme. Quelque chose devait arriver pour appeler aux masses indisciplinées qui est précisément le responsable qui commande. Par conséquent, les groupes d'intérêt les plus puissants qui devaient perdre dans l'ordre nouvellement décentralisé du futur ont décidé d'agir. Ils ont décidé de réaffirmer leur pouvoir d'une manière qui ferait le choc et inspirerait la crainte. Ils ont dû convaincre le président qui a succédé à Trump de les suivre et ils ont finalement réussi. Le résultat a été ce que nous avons vécu pendant 22 mois. Ces 22 mois n'ont été rien de moins qu'une démonstration de puissance et de contrôle. Nous avons tous été traumatisés d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé possible. Nos lieux de travail ont été perturbés ou fermés. Ils ont réussi à mettre fin à la liberté religieuse pendant un certain temps. Les libertés que nous croyions à tous avoir et qui grandissaient de jour en jour ont été bloquées de façon dramatique et stupéfiante. Nous sommes passés au Moyen-Âge, exactement comme le New York Times l'a demandé le 28 février 2020. Qui est en charge? Au printemps 2020, toute la classe dirigeante a crié à l'unisson, pas seulement ici, mais partout dans le monde, nous sommes les maîtres. Je ne veux pas dire qu'il y avait un complot, mais dans un sens grossier, un complot dans un sens grossier. Je ne crois pas qu'il y en ait eu un. Il y avait un rapprochement d'intérêts, d'une convergence objective, et cela était né de leur peur et de leur frustration que le monde changeait trop rapidement et que les mauvaises personnes allaient atterrir au sommet. L'impulsion réactionnaire. Rétrospectivement, il semblait évident que la grande décentralisation, la grande libéralisation ne pouvait pas être un atterrissage en douceur de l'ordre ancien. Il devait y avoir des bosses chaos le long de la route. C'est précisément ce qu'ils ont créé et ce qui nous est arrivé. Les blocages et les mandats ont finalement découlé d'impulsions réactionnaires, les mêmes que nous avons vus dans l'histoire lorsque la royauté et les établissements religieux ont entrepris en vain d'écraser le montée du libéralisme. Mais il y a juste un problème majeur avec tout cela. Les réactionnaires n'ont pas réellement atteint leurs objectifs. Si vous pensez que l'objectif était de reprendre le pouvoir, ils l'ont fait, même si ce n'est que temporairement. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont conçu. Ils ont dit qu'ils arrêteraient et écraseraient un virus et que tous vos sacrifices en valaient la peine, car sinon vous mourriez et votre vie serait détruite. Ce programme, cette propagande, a été
un énorme flop. Les élites ont gagné notre méfiance. Le mensonge a des conséquences. Lorsque vous êtes découvert, les gens ne vous croient plus dans le futur. C'est la situation à laquelle sont actuellement confrontés les big tech, les big médias, les big gouvernements, les big pharma et tout le reste. Ils affichent leur puissance, mais ils n'affichent pas leurs intelligences et ils n'ont pas mérité notre confiance. C'est plutôt l'inverse. Les graines de la révolte ont été profondément plantées et c'est pourquoi elles poussent si puissamment maintenant. L'objectif principal pour les peuples sera de relancer le moteur du progrès et à ce qu'il était et il y a encore seulement 2 ans, à le pousser en faveur du paradigme de la décentralisation. La technologie qui poussait le paradigme est non seulement toujours avec nous, mais elle a été testée et considérablement avancée pendant les confinements et les mandats. Nous avons plus d'outils que jamais pour affronter et finalement vaincre la classe dirigeante qui a pris tant de pouvoir en 2 ans. Alors oui, nous avons vécu une énorme revers poussé par des éléments réactionnaires au sein de la classe dirigeante, mais c'était probablement nécessaire pour préparer l'avenir. Une réaction contre la réaction et de nouvelles avancées vers une nouvelle étape de progrès, un cycle dans les cycles. Les forces de centralisation ont gagné une bataille sur le terrain et accompli un beau parcours. Mais les forces de décentralisation se battent à nouveau avec de bonnes chances de retrouver le fil des progrès antérieurs. C'est un vrai progrès, mais la bataille est loin d'être gagnée. Alors, ce qu'il explique dans ce texte, c'est cette dualité finalement. Cette dualité en effet d'un monde ancien qui avait un projet ultralibéral, de domination, le monde unipolaire, etc. Sauf que, au fil du temps, les erreurs, les manquements, les incompétences, les plantages, ont tellement été évidents qu'à un moment donné, ça a suscité de plus en plus de doutes, ça a suscité de plus en plus de questions dans les populations. Et force est de constater qu'en effet, on a de plus en plus aujourd'hui de pays où les dirigeants, les élites, sont de plus en plus contestés. Elles sont de plus en plus contestées, pourquoi ? Parce que ceux qu'on a mis en avant sont de plus en plus hautains, de plus en plus vulgaires, de plus en plus hors sol. Et de fait de ce décalage, il y a un moment donné où, évidemment, comme toute réaction viscérale, à un moment donné, ça suscite le doute, ça suscite des questions, ça suscite des peurs, ça suscite à un moment donné de se dire mais où va-t-on ? L'obscurité, le hasard, l'inconnu. L'inconnu parce que ceux qui étaient censés nous conduire, ceux qui étaient censés nous guider, eh bien finissent par péter les plombs, finissent par devenir totalement incohérents, finissent de dire tout et leur contraire, finissent par faire preuve de leur incompétence, finissent par vous prendre pour des cons, finissent même par vous parler comme si vous étiez des gamins. Donc à un moment donné, il y a une déliquescence qui est peut-être volontaire. Mais le problème, c'est que ça a été tellement loin que là, il y a une perte de contrôle. Et cette perte de contrôle, elle se symbolise par le fait que lorsqu'on vous présente un messie, lorsqu'on vous présente un élu, élu dans le sens biblique, dans le sens spirituel, eh bien, ils ont de moins en moins de crédibilité. Force est de constater que lorsqu'on voit comment l'élection présidentielle américaine s'est passée, Biden, qui était vendu comme le messie, comme l'élu pour sauver l'Amérique des mains du vilain Trump, force est de constater que même après 1 an de direction du pays, aujourd'hui, il ne fait plus du tout recette. Voire même entendre des progressistes, des démocrates, remettre en question la possibilité que peut-être en 2024, Kamala Harris puisse s'assurer confortablement le fauteuil à la succession de Biden. Donc c'est la preuve que même au sein du giron démocrate, du giron progressiste américain, eh bien,
il y a une perte de confiance absolue. Absolue dans le sens où même les fanatiques qui veulent du mandat, qui veulent de l'obligation vaccinale, qui veulent interdire, qui veulent supprimer, qui veulent censurer les paroles divines à l'encontre du Dieu progrès, eh bien se rendent compte qu'ils ont un guignol, qu'ils ont un pantin, qu'ils ont un inactif à la tête du pays. Donc forcément, ça rajoute encore plus de doutes, ça rajoute encore plus d'incertitudes sur le devenir même idéologique du parti. En ce qui concerne la France, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que vous ne savez déjà sur le fait que, regardez à quel point la déliquescence en arrive, c'est que vous avez vu apparaître la semaine dernière un mouvement de soutien en marche qui s'appelle « Avec vous ». Avec vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, évidemment, beaucoup disent, mais c'est tout simplement le début de la campagne présidentielle de Macron, sauf que Macron n'a toujours pas prononcé. Un Macron d'ailleurs qui a signalé qu'il n'irait pas débattre sur quelque plateau que ce soit pour le premier tour. Ceci dit, peut-être que c'est mieux parce que s'il était amené à participer à ce genre de débat, ça serait 80 ou 90 minutes où tout le monde lui balancerait de la merde dans la gueule. Ce qui n'avancerait surtout pas la chose, qui ne ferait pas avancer le schmilblick, dans ce sens où qui regarderait une émission pour voir des politiciens être candidats en foutre plein la gueule à Macron sur des choses dont on sait déjà. Donc autant regarder un autre programme divertissant sur une autre chaîne. Et donc avec vous, qui débarque comme ça, l'air de dire tiens, on fait un petit mouvement comme ça pour soutenir Emmanuel Macron. Alors là, on a vu toute une logistique se mettre en place, vous avez un site internet, vous avez des militants qui ont été envoyés sur le terrain, il y a eu des campagnes d'affichage, on a même des formulaires qui même vantent Emmanuel Macron 50+, alors que le mec n'est toujours pas prononcé. De qui se moque-t-on? Plus c'est con, mieux c'est. On est en train de complètement vous détourner d'un des moments les plus importants de la démocratie française, d'un des moments les plus importants de la République, qui est l'élection présidentielle. Sauf que on est en train de voir un cirque. Alors certains diront un show à l'américaine, ce qui n'est pas faux. Mais un cirque avec des gens, mais qui n'ont aucune crédibilité. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train de vous séduire avec des propos, de vous séduire avec des idées, mais dont certaines d'entre elles sont complètement idiotes, sont débiles, voire totalement utopiques, voire d'une démagogie absolue. Il est vrai que je parle souvent de Zemmour, mais là je vais vous dire, Zemmour et son idée de filer une prime de 10 000 € à des couples qui habiteraient ou qui auraient un enfant à la campagne. Mais c'est quoi cette idée à la con? Enfin, faudra qu'on m'explique. C'est quoi l'idée? C'est de filer 10 000 € à des gens pour qu'ils aillent faire des enfants à la campagne, pour relancer la démographie du pays. C'est idiot. C'est un illico-ni-tête. Donc voilà, je veux dire, c'est comme Mélenchon, c'est pareil. Mélenchon, il a les idées qui sont bonnes, à condition qu'avant on fasse une révolution. Mais une révolution mondiale. Pour éliminer tous les consortiums, toutes les multinationales, les banques, les sociétés financières, tous ceux qui ont le pouvoir, finalement, tous ceux qui ont le pouvoir de l'argent. Oui, là-dessus, pas de problème. Là, les idées sont très bonnes. Rééduquer les gens, rééduquer les gens à consommer d'une certaine façon, etc. Bon, je ne dis pas qu'avec Mélenchon, s'il supprime le nucléaire, il n'y aura pas quand même une certaine élite qui aura le bénéfice de tous les avantages et de tous les bénéfices, au détriment de la classe populaire qui, elle, sera soumise au sacrifice. Je veux dire, sincèrement, plus je vois Mélenchon, plus il me fait penser à Big Brother dans 1984. Donc voilà pour cette vidéo qui était une vidéo un petit peu
d'introspection sur une idée de concept du monde d'avant et du monde d'aujourd'hui, que ce monde d'avant, la pandémie était un monde qui commençait à partir en déliquescence sur l'ascendant que pouvaient avoir les puissants, pouvaient avoir les menteurs, les corrupteurs, les lobbying, la finance, la banque sur le peuple, un peuple qui commençait à se rebiffer tant dans la rue, tant dans les urnes, en mettant en place des gens qui ne sont pas du milieu, qui ne sont pas du sérail. Et aujourd'hui, force est de constater que de plus en plus, on est en train de se rendre compte que ces outils, ces codes, ces principes que nous utilisions avant la pandémie pour justement peut-être essayer de reprendre un peu notre destin, eh bien, on est en train de nous les retirer. On est en train de les retirer parce qu'ils sont conscients qu'on est en train de les utiliser contre eux, contre leur ascendant, contre leur pouvoir, contre leur volonté de domination. Force est de constater qu'en France, on est super bien avancé sur l'identité numérique, avec le pass vaccinal. Aux États-Unis, actuellement, c'est le gros embarras parce que ce qui est en train de se passer au Canada est en train de faire boule de neige. Je rappelle, ce week-end, les premiers convois sont arrivés à Ottawa. Nous avons un gouvernement avec à sa tête Justin Trudeau qui a carrément traité les camionneurs d'une petite poignée de contestataires. Petite poignée de contestataires qui pourtant ont incité les autorités à le mettre à l'abri. Alors il y a des rumeurs comme quoi il serait actuellement à l'abri aux États-Unis. Là il y a un total décalage dans la façon de gérer la crise auquel actuellement le Canada est confronté. On sent qu'ils sont complètement dépassés. Ils ne croyaient pas que ça allait prendre une telle ampleur. Et aux États-Unis, le problème c'est que il y a des routiers américains vaccinés, ils le précisent bien dans beaucoup de reportages, qui sont partis soutenir leurs collègues et homologues canadiens en allant à Ottawa. Il faut savoir qu'une des autoroutes principales qui relie les États-Unis et le Canada a été bloquée. C'est-à-dire qu'actuellement, plus aucune marchandise ne passe, ni aucun camion ne passe par une de ces voies principales. Donc là, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer aux États-Unis et au Canada. On va voir si ça va aboutir à quelque chose, mais là, force est de constater que la façon dont le gouvernement gère la situation est complètement à côté de la plaque. Peut-être qu'ils vont changer leur fusil d'épaule, peut-être que Justin Trudeau va peut-être être remercié, allez savoir, peut-être qu'il va présenter sa démission, on n'en sait rien pour l'instant. Le fait est, c'est qu'il y a un véritable statu quo actuellement entre les manifestants, ou tout du moins la contestation qui est aujourd'hui, qui n'est pas à négliger, qui n'est pas une minorité, qui n'est pas marginale, comme certains le prétendent dans certains médias mainstream canadiens, mais qui est bien un mouvement contestataire, qui est bien une voix du Canada à l'encontre des décisions du gouvernement sur des restrictions, sur des conditions sanitaires. Et puis pour ce qui concerne la France, c'est le bordel. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, petite vidéo donc de réaction à chaud sur quelque chose qui me paraissait essentiel et qui est important. Alors évidemment, il y a d'autres détails à développer sur cette question, mais certainement qu'on va en reparler de par l'évolution des événements. Et d'ici là, que nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo. Je pense que peut-être la prochaine vidéo, je vais vous faire cette vidéo. Il y a un d'entre vous qui m'a dit que ça l'intéressait d'avoir un petit peu une sorte de sélection de films sur les sociétés dystopiques, vu que actuellement c'est quand même un sujet qui devient de plus en plus passionnant, intéressant à savoir et à connaître, et d'avoir par le biais du cinéma. Alors évidemment il y a la littérature est beaucoup plus riche, mais je vous donne quelque chose quand même qui est beaucoup plus accessible pour faire finalement des outils de comparaison avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc portez-vous bien et surtout, bon courage.